Des centaines de vaisseaux spatiaux diplomatiques décollent de la Terre et se dirigent vers l'espace. Lorsqu'ils atteignent leur destination, ils sont accueillis par des vaisseaux extraterrestres. C'est le premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre. On a réussi à les détecter il n'y a pas si longtemps, dans un système stellaire très proche de chez nous. Celui de Proxima Centauri. Cette étoile, une naine rouge, est la plus proche de notre système solaire. Elle est 7 fois plus petite que notre Soleil, et donc seulement 50% plus grande que Jupiter. Mais Proxima Centauri est 8 fois plus lumineuse que le Soleil. Ce système stellaire se trouve à 4,2 années-lumière. C'est le temps qu'il faut à un photon pour voyager de cette étoile à la Terre. À titre de comparaison, il ne faut que 8 minutes à la lumière du Soleil pour atteindre notre planète. Si tu décidais de te rendre sur Proxima Centauri, il te faudrait environ 73 000 ans avec une fusée classique. C'est plus long que l'existence même de notre civilisation intelligente. Mais ce n'est pas l'étoile elle-même qui nous intéresse, c'est la planète qui est en orbite autour d'elle. Il s'agit de Proxima Centauri b. Elle est 17% plus grande que la Terre et environ 10% plus lourde. Elle tourne autour de son étoile à une distance de 7,3 millions de kilomètres. À titre de comparaison, la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil, soit 20 fois plus loin. Mais l'étoile haute, Proxima Centauri, est une naine rouge. Elle n'émet pas autant de lumière et de chaleur que notre Soleil. La planète Proxima Centauri b se trouve donc en plein dans la zone habitable de l'étoile. Elle est située à une distance si parfaite de son étoile mère qu'il n'y fait pas trop chaud et qu'elle ne se transforme pas non plus en un bloc de glace. En d'autres termes, la température qui y règne permet à l'eau d'exister à l'état liquide. Cela signifie que Proxima Centauri b pourrait abriter la vie. Mais d'autres observations de la planète ternissent quelque peu le tableau. L'étoile haute est très instable. Sa luminosité change trop fréquemment. En 2017, les astronautes ont été témoins d'un flash catastrophique. L'étoile a accru sa luminosité près de 1000 fois pendant 10 secondes. Avant cela, il y a eu un autre flash, plus faible. La planète a reçu une énorme quantité de radiation. S'il y avait eu de la vie là-bas, cette éruption l'aurait complètement anéantie. Dans l'ensemble, Proxima Centauri b reçoit environ 400 fois plus de rayons X que la Terre. Les organismes vivants complexes ne peuvent pas vivre dans de telles conditions. Les scientifiques affirment que même s'il y avait une atmosphère et un océan sur Proxima Centauri b, ce rayonnement constant les ferait tout simplement disparaître de la planète. Proxima Centauri b est si proche de son étoile haute qu'elle est en rotation synchrone avec celle-ci. Cela signifie qu'un côté de la planète est toujours tourné vers l'étoile, tout comme la Lune est toujours tournée vers la Terre du même côté. Cela signifie qu'une seule face de la planète reçoit cette terrible quantité de radiation. Et certains experts spéculent qu'une civilisation intelligente pourrait vivre sur le côté sombre de la planète. C'est peut-être cette civilisation qui nous a envoyé l'étrange signal que les astronomes ont capté en 2019. Les scientifiques l'ont décrit comme une éruption optique brillante et de longue durée, accompagnée d'une série de sursauts radio intenses et cohérents. Ce signal radio a été observé pendant 30 jours par l'un des radiotélescopes de la Terre. Les scientifiques ont pensé que le signal était artificiel et qu'il aurait pu être envoyé par une civilisation extraterrestre. On peut supposer que le signal provenait de Proxima Centauri b ou de l'une des lunes qui pourraient se trouver dans ce système stellaire. Mais d'autres observations n'ont pas permis de détecter à nouveau le signal. Désormais, la principale théorie affirme que ce signal radio n'était qu'une sorte d'interférence provenant d'une technologie terrestre. Mais que se passerait-il s'il avait vraiment été envoyé par une civilisation vivant sur la face cachée de Proxima Centauri b? Eh bien, nous pourrons bientôt le découvrir avec certitude. Un tout nouveau télescope est en train d'être lancé dans l'espace. Il s'agit du télescope spatial James Webb. Son lancement est prévu pour la fin de l'année 2021. Une fusée d'appoint décollera de la Terre et entrera en orbite. Puis elle livrera le télescope à un point précis, entre notre planète et le Soleil, où leurs forces gravitationnelles sont à peu près égales. De plus, il n'y a pas de pollution lumineuse dans l'espace, contrairement à la surface de la Terre. Il n'y a pas non plus de nuages ou d'autres conditions météorologiques qui pourraient gêner le télescope. Le télescope spatial James Webb remplacera le télescope Hubble, qui fonctionne depuis 1990. Ce nouveau télescope coûte 9,8 milliards de dollars. Et voici pourquoi. Il utilisera un miroir aussi large qu'un ring de boxe. Cela lui permettra de voir très loin dans l'espace. Si loin d'ailleurs, que la lumière de certains événements qui s'y déroulent n'aura pas encore atteint la Terre. Cela signifie que nous pourrons littéralement regarder dans le passé. Le télescope spatial James Webb verra l'univers presque immédiatement après le Big Bang. Nous verrons comment les premières étoiles et galaxies sont nées et comment l'univers s'est transformé en ce que nous observons aujourd'hui. Mais ce télescope
pourra aussi être utilisé pour examiner Proxima Centauri B. Les astronomes y chercheront de la lumière artificielle, comme les lumières LED que nous avons sur Terre. Si Proxima Centauri B abrite vraiment de la vie sur sa face sombre, alors les habitants ont dû apprendre à transférer la chaleur et la lumière de sa face éclairée. Et ils doivent aussi utiliser une lumière artificielle pour alimenter la vie de leur côté. Le télescope spatial James Webb est suffisamment puissant pour distinguer les ondes lumineuses émises par l'étoile de celles qui pourraient être créées artificiellement du côté obscur de la planète. Et si nous détectons effectivement une lumière artificielle, nous aurons la toute première confirmation qu'une civilisation intelligente pourrait exister en dehors de notre système solaire. Mais il y a toujours une marge d'erreur dans les calculs et l'interprétation des données. La seule façon d'établir la vérité une fois pour toutes est d'envoyer une sonde spatiale vers Proxima Centauri B. Nous pourrons alors obtenir de vraies photos de la planète. Le principal problème est la distance. Bien que Proxima Centauri soit le système stellaire le plus proche de la Terre, il faut quand même des dizaines de milliers d'années pour s'y rendre. Après tout, la sonde spatiale Voyager 1 a eu besoin d'environ 44 ans rien que pour quitter le système solaire. Et ce n'est qu'un minuscule pas par rapport à la distance réelle de l'étoile la plus proche. Nous avons donc besoin d'autres méthodes de déplacement, et elles doivent être beaucoup plus rapides. Certains scientifiques veulent envoyer des microsondes vers Proxima Centauri B. Elles ne sont pas plus lourdes qu'une aiguille à coudre. Un véhicule de lancement déploiera environ 1 millier de ces sondes en orbite. Puis elles déploieront une voile spatiale. C'est un matériau ultra léger qui utilisera la puissance de la lumière pour créer une poussée. Lorsque la voile sera déployée, un puissant faisceau laser sera concentré sur elle. Cela accélérera les sondes jusqu'à environ 20% de la vitesse de la lumière. Ce sera un record de vitesse absolue selon les normes actuelles. Mais il faudra encore environ 21 ans pour que ces sondes atteignent leur destination. Et nous devrons attendre environ 4 ans de plus pour recevoir le premier signal de leur part. Le système stellaire de Proxima Centauri n'est pas le seul monde à accueillir potentiellement la vie. Et l'une des tâches du télescope spatial James Webb est d'en trouver d'autres. Les puissants instruments du télescope lui permettront de trouver des planètes relativement froides, où les températures sont proches de celles de la Terre. Nous pourrons étudier en détail environ 2 douzaines de systèmes stellaires proches. Et nous pourrons détecter non seulement les planètes elles-mêmes, mais aussi leurs lunes. Les scientifiques s'attendent à un bond dans la découverte d'exoplanètes. Dès la mise en service du télescope en 2022, nous détecterons constamment de nouveaux mondes et en apprendrons davantage sur ceux qui ont déjà été découverts. Le télescope spatial James Webb nous permettra aussi de mieux étudier notre propre système solaire, et notamment la lune de Jupiter baptisée Europe par exemple. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir de l'eau là-bas. Bien qu'Europe ressemble à un bloc de glace, l'interaction gravitationnelle de la Lune avec Jupiter réchauffe son noyau. Cela fait probablement fondre la glace située profondément sous la surface. Il est donc probable qu'il y ait un océan sous la croûte de glace. Des conditions similaires pourraient exister sur Encelade, la lune de Saturne. Cette lune est géologiquement active. Il y a des geysers qui jaillissent des fissures à la surface du satellite. Les instruments infrarouges du télescope spatial James Webb pourront explorer Europe et Encelade, à la recherche de biosignatures. Ce sont les traces d'activité d'organismes vivants ou de bactéries. Ce télescope est prévu pour fonctionner pendant environ 6 ans. Mais à l'avenir, nous en lancerons un encore plus grand. Il s'appelle LUVOIR, qui est l'acronyme de Large UV Optical Infrared Surveyor. Son miroir sera 2 fois plus grand que celui du télescope spatial James Webb et presque 7 fois plus grand que celui de Hubble. Il devrait être lancé en 2039 et mis en orbite à l'aide d'une fusée super lourde. Puis, il faudra livrer le télescope à sa destination, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ensuite, il commencera ses observations. Nous pourrions apprendre à voyager plus vite que la vitesse de la lumière à ce moment-là. Ensuite, si nous trouvons une planète potentiellement habitable à l'aide du télescope, nous pourrons y envoyer une sonde spatiale ou même une équipe d'explorateurs. Dans ce cas, une rencontre diplomatique avec une civilisation extraterrestre pourrait devenir réalité. En 2023, un ancien ingénieur de la NASA a affirmé avoir construit une machine capable de se soulever contre la gravité, et ce sans utiliser de carburant. Pas de fusée, pas de feu, pas d'échappement, juste de l'électricité. Si cela est vrai, les lois les plus sacrées de la physique et tout ce que nous savons sur le voyage spatial s'en trouveraient à bouleverser. Alors, s'agit-il d'un canular de plus ou d'une porte vers l'avenir ? Le nom de cet ingénieur est Charles Buller. À la NASA, il veillait à ce que les fusées n'explosent pas comme ça, accidentellement. Il a fait partie des programmes Space Shuttle, Hubble, ISS, entre autres méga-projets.
Maintenant, Bühler et son équipe travaillent pour une entreprise privée qui s'appelle Exodus Propulsion Technologies, et ils essayent de réaliser un vieux rêve d'ingénieur spatial, un vaisseau qui n'aurait pas besoin de carburant. C'est le genre de choses qui changerait instantanément tout ce qui concerne le voyage dans l'espace. Imaginez un avenir où vous pourriez aller sur la Lune, sur Mars, ou où vous voudrez sans dépenser une quantité colossale de ressources, et il affirme que lui et son équipe ont enfin résolu le problème, qu'ils ont construit une machine capable de s'élever dans les airs sans aucun propulseur. Vous avez bien entendu, l'équipe affirme avoir enfreint la troisième loi de Newton, la règle fondamentale de notre monde selon laquelle chaque action nécessite une réaction égale et opposée. Par exemple, dans les fusées, on expulse du carburant à l'arrière, c'est l'action. Poussée ainsi, la fusée avance, c'est la réaction. Un dispositif magique de ce genre enfreindrait également le principe de conservation de la quantité de mouvement. Lorsque vous exercez une poussée sur quelque chose, vous gagnez du mouvement, mais cette autre chose doit acquérir une quantité de mouvement égale dans la direction opposée pour que tout soit équilibré. Selon ses inventeurs, cet appareil changerait la quantité de mouvement total du système à partir de rien. Mais comment obtenir un quelconque mouvement sans pousser contre quoi que ce soit? C'est comme un ballon qui pourrait avancer tout en conservant tout son air. Si cette machine fonctionne réellement, c'est qu'il doit exister une force naturelle que nous aurions manquée pendant toutes ces centaines d'années d'études du monde physique. Bühler lui-même l'a appelée la nouvelle force. Essayons un peu de comprendre. Pour créer cet appareil magique, ils ont utilisé l'électrostatique. Leur appareil de test était petit, un objet de 30 grammes, à peu près de la taille d'un jeu de cartes, et il a réussi à créer une poussée, ou une impulsion, en utilisant des champs électriques. Un type de force invisible créé par des charges électriques. La nouvelle force commence à fonctionner lorsque deux événements se produisent dans le système. Le premier est le déséquilibre électrique. Une pression électrique se produit à travers certaines parties de l'appareil, un peu comme la pression de l'air. Si cette pression n'est pas répartie de manière homogène, par exemple, si un côté a plus de poussée électrique que l'autre, c'est le premier élément. Et cela se produit lorsque le champ électrique, la force invisible que les charges électriques créent, est configuré de manière optimale. Il doit se déployer d'une certaine manière, pas en ligne droite, mais de façon inégale et en éventail, comme les rayons du soleil ou ceux d'une roue. Et voilà, quand cela se produit, l'appareil se pousse lui-même et fait bouger l'objet entier. Au début, cette mystérieuse nouvelle force était minuscule et à peine perceptible, peu ou pas de poussée et pas de bruit. Mais avec chaque amélioration, les choses ont commencé à changer. Et en 2023, ils ont finalement mesuré une poussée suffisante pour surmonter la gravité terrestre. Le plus étrange dans tout ça, c'est que selon Bühler, dans certains cas, la poussée continue même lorsque l'alimentation est coupée, tant qu'il reste de la charge dans les matériaux. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Cela suggère quelque chose de totalement nouveau en physique, quelque chose de plus profond que ce que nous comprenons actuellement. Alors maintenant, tout scientifique honnête commence à transpirer, parce que ça semble délirant. Et franchement, ça pourrait l'être. Bühler admet qu'il s'agit encore d'un travail préliminaire. L'équipe a publié sa découverte et a obtenu un brevet. Soit dit en passant, l'entreprise emploie des personnes qui ont travaillé à la NASA, chez Blue Origin et dans l'US Air Force. Ils bidouillent ce genre de choses depuis des décennies. Charles a présenté ses conclusions à l'APEC, une conférence pour les personnes passionnées par la propulsion alternative et des choses folles comme les moteurs à distorsion, l'antigravité et tout ce qui concerne Star Trek. Maintenant, ils travaillent activement sur ce projet. Bien sûr, le sujet est encore très controversé et de nombreux scientifiques restent sceptiques. Il pourrait y avoir une erreur que personne n'a encore détectée. Ainsi, ils veulent tester la machine dans l'espace. Si elle fonctionne là-haut aussi, cela pourrait changer le voyage spatial à jamais. Ça pourrait être réel parce que ce n'est pas la première fois que nous découvrons quelque chose de ce genre. Récemment, une start-up appelée Evo Ltd a affirmé avoir construit un Quantum Drive, un autre dispositif de propulsion qui apparemment n'a pas besoin de carburant. Ses créateurs ont dit qu'ils exploitaient une théorie étrange et controversée de la physique appelée inertie quantifiée. Elle a été élaborée par un physicien britannique du nom de Mike McCulloch. En gros, il a affirmé que l'inertie, cette propriété qui pousse les objets à résister à l'accélération, n'est pas une règle fondamentale de la nature, mais un effet causé par un rayonnement quantique étrange à la limite de l'univers observable.
En termes simples, si cette théorie est correcte, alors dans les bonnes conditions, vous pourriez être capable de générer une poussée sans rien projeter vers l'arrière. Plus besoin de carburant, juste de l'électricité et une installation suffisamment ingénieuse. De nombreux scientifiques n'y croient pas, mais qui sait? Peut-être que c'est pour cela que ces nouvelles inventions pourraient réellement fonctionner. Quoi qu'il en soit, au départ, l'entreprise Ivo a été fondée par une petite équipe de techniciens qui souhaitaient découvrir l'énergie sans fil. Leur première grande idée s'appelait CBAT, transmission aérienne à base capacitive. En gros, une manière sophistiquée de transmettre de l'électricité sans fil, par le biais de l'air, mais quelque part, en cours de route, ils ont changé de direction. Ils ont commencé à se demander, si nous pouvons faire passer de l'électricité dans l'air de cette manière, pouvons-nous également déplacer des objets? Pouvons-nous repenser l'inertie elle-même? Ainsi, en 2021, ils ont commencé à travailler sur un dispositif de propulsion basé sur cette théorie de l'inertie quantifiée. Ils ont construit leur propulseur Quantum Drive autour de cette idée. C'était un système électrique autonome. Pas de réservoir de carburant, pas de combustion. Juste une boîte prête à l'emploi qui fait bouger les engins spatiaux. Selon eux, c'est léger, empilable, et ça peut être fixé à un satellite comme un grille-pain. Et ça ne pèse que quelques centaines de grammes, bien plus léger qu'un propulseur traditionnel. En 2023, ils l'ont testé. Pas dans le garage de quelqu'un, mais dans une véritable chambre à vide, simulant les conditions de l'espace. L'équipe a déclaré avoir écarté toutes les forces connues qui pourraient se fausser les résultats. Et ils ont réussi à générer une poussée. Pas beaucoup, mais de manière cohérente et mesurable. Puis est venu le grand moment. Ivo et une entreprise partenaire, Rogue Space Systems, ont lancé le Quantum Drive dans l'espace. Et maintenant, ils attendaient les résultats des tests. Beaucoup de physiciens pensent que tout cela n'est que baliverne. Certains d'entre eux ont fait remarquer que ça ne pouvait pas marcher, car il s'agirait alors d'une machine à mouvement perpétuel. En gros, si un appareil comme celui-ci fonctionnait réellement, on pourrait l'utiliser pour produire de l'énergie de manière infinie, ce qui enfreint la première loi de la thermodynamique. Mais selon Ivo, ce n'est pas ça qu'ils font. Ils disent que l'inertie quantifiée fonctionne bien selon les lois de Newton, juste un peu différemment. Quoi qu'il en soit, tout cela doit être vérifié 2 fois. Les sceptiques ont tout à fait raison, car beaucoup de personnes ont de mauvais souvenirs. En 2001, un ingénieur britannique nommé Roger Shawyer a présenté l'M-Drive. C'était un appareil étrange en forme de cône qui, supposément, créait une poussée sans rien éjecter à l'arrière. Les gens étaient super enthousiastes. La NASA l'a même testé avec leur équipe d'EagleWorks. Et en 2016, ils ont affirmé avoir détecté de minuscules quantités de poussées provenant de l'M-Drive. Les médias ont parlé de révolution. Les gens et les scientifiques n'en croyaient pas leurs oreilles. Mais plus tard, des études plus poussées, y compris une étude provenant d'une université allemande qui a vraiment bossé sur le sujet, ont découvert la triste réalité. Il ne s'agissait que d'une erreur expérimentale. En 2021, le verdict est tombé. Le moteur M-Drive ne fonctionnait pas. Ce n'était que du bruit expérimental, des données mal comprises, un autre rêve qui partait en fumée. De nombreuses inventions, sans propulseur, se sont heurtées à un énorme mur tenace, les lois de la physique. Il est donc trop tôt pour dire si ces startups réussiront à changer le monde à jamais. Mais si cela s'avérait réel, ce ne serait pas simplement un nouveau moteur, ce serait une toute nouvelle ère. Tu voles dans l'espace, esquivant les étoiles et les trous noirs. Ta vitesse est si grande que tu peux passer d'une galaxie à l'autre en quelques minutes seulement. Cela te semble impossible ? Eh bien, tout cela peut devenir une réalité, car la NASA a déjà testé la technologie qui pourrait nous permettre de voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Examinons la flotte spatiale dont nous disposons actuellement. Pour voler dans l'espace, nous utilisons des fusées classiques transportant des tonnes de carburant et d'oxygène. Ces 2 substances sont mélangées et enflammées, et du feu jaillit des fusées. Les gaz d'échappement se déplacent vers le bas et les fusées se déplacent vers le haut, comme si elles s'appuyaient sur eux. C'est ainsi que fonctionne la propulsion par réaction. De cette façon, on peut faire voler une fusée à près de 8 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en seulement 8 minutes 30. Mais au vu des distances phénoménales dans l'espace, c'est en fait très lent. Un voyage vers une planète voisine, comme Mars, prend environ 7 mois. Et un voyage jusqu'aux confins de notre système solaire prendrait environ 35 ans. C'est le temps qu'il a fallu à la sonde spatiale Voyager, lancée en 1977, pour y arriver. Mais nous souhaitons voyager parmi les étoiles et les galaxies, et l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, est à 4,2 années-lumière de chez nous. Il faudrait donc environ 73 000 ans pour y arriver. C'est plus que la durée de l'existence d'une civilisation humaine intelligente jusqu'à présent.
Et si tu voulais traverser toute la galaxie de la Voie lactée, qui fait 100 000 années-lumière de large, cela te prendrait environ 1,7 trillion d'années. En comparaison, l'univers entier est âgé de seulement 14 milliards d'années. Nous voyageons donc tout simplement trop lentement. Mais même à la vitesse de la lumière, il te faudrait encore 4,2 années pour voyager jusqu'à l'étoile la plus proche. Et il te faudrait 2,5 millions d'années pour atteindre la galaxie d'Andromède, pourtant voisine de la nôtre. Mais on ne peut pas accélérer ainsi si facilement, car les lois de la physique stipulent qu'un objet doté d'une masse ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière. Un photon de lumière a un poids infiniment petit, mais si tu veux accélérer ne serait-ce qu'un minuscule grain de sable à cette vitesse, tu auras besoin d'une infinie quantité d'énergie. Peut-être même plus que ce que possède l'univers entier. Toutefois, les scientifiques pourraient avoir trouvé un moyen de contourner les lois de la physique. Pour créer une forte poussée, il faut donc pousser sur quelque chose. Les bateaux ont besoin d'eau, les avions poussent sur l'air, les fusées utilisent le carburant qu'elles brûlent. Mais cette chose, le M-Drive, fonctionne de façon différente. Un puissant magnétron, comme celui de ton micro-ondes, envoie des ondes dans un cône qui agit comme un résonateur. Il fait en sorte que les ondes à l'intérieur rebondissent sur l'une des parois et frappent les autres. Par conséquent, nous avons une force faible à l'extrémité étroite du cône et une force puissante à l'extrémité large. Et si nous analysons cette force puissante, nous verrons qu'elle est dirigée vers l'extrémité large du cône. La poussée sera donc dans la direction opposée. Maintenant, rendons ce modèle beaucoup plus grand et mettons le M-Drive sur un vaisseau spatial. L'extrémité étroite du cône est tournée vers le haut, l'extrémité large est tournée vers le bas. Le magnétron commence à fonctionner. Le résonateur crée une poussée et la fusée décolle. Elle ne fait aucun bruit et n'émet aucun gaz nocif. Ce mécanisme peut accélérer la fusée bien plus vite que nous le faisons avec des tonnes de carburant. En théorie, nous pourrions même atteindre la vitesse de la lumière. Ce serait génial, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Bien que l'inventeur de cet appareil ait essayé de prouver que le M-Drive fonctionne, aucune expérience indépendante dans le monde n'a montré de résultats positifs. La NASA a parrainé la construction d'une telle machine dans un laboratoire, mais elle n'a pas réussi à créer de poussée pendant les recherches. Une autre option, qui nous permettrait de voyager beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, est la bulle d'Alcubierre. Un scientifique mexicain a trouvé un moyen d'utiliser la théorie générale de la relativité sans enfreindre les lois de la physique. Imaginons que nous ayons un vaisseau spatial sur une couverture spatio-temporelle et qu'il doit faire un voyage à l'autre extrémité de la couverture. Au lieu de se déplacer simplement d'un point A à un point B situé à des centaines ou des milliers d'années-lumière, le vaisseau commence à tirer la couverture vers lui. Au fur et à mesure que le vaisseau plie cette couverture, le point B se rapproche de lui. Désormais, le vaisseau doit parcourir une distance beaucoup plus courte jusqu'au point B. Il fait un voyage rapide et étend ensuite la couverture spatio-temporelle pour qu'elle redevienne normale. Et voilà. Un tel vaisseau n'a donc pas besoin de moteurs puissants qui brûleront des tonnes de carburant et d'oxygène. Il se déplacerait dans une sorte de bulle. Mais le plus difficile est de créer une telle bulle. Pour y parvenir, nous aurions besoin d'une quantité d'énergie à peu près égale à la masse énergie de tout Jupiter. C'est plus que ce que nous pouvons produire sur Terre. Et pourtant, les scientifiques prévoient de tester cette technologie sur une petite sonde spatiale de la taille de Voyager. Mais cette expérience pourrait durer des décennies, voire des siècles. Aujourd'hui, les scientifiques essaient d'atteindre au moins 20% de la vitesse de la lumière à l'aide d'un laser, et ils prévoient de se rendre vers Proxima Centauri dans environ 30 ans. Cela devrait se passer comme ceci. Un vaisseau mère sera lancé depuis la Terre. Il embarquera des milliers de sondes spatiales de la taille d'un ongle. Après avoir atteint son orbite, le vaisseau mère lancera les sondes dans l'espace. Chaque sonde déploiera ensuite une voile, un morceau de matériau fin et réfléchissant de la taille d'un parking. Ensuite, les scientifiques concentreront un puissant faisceau laser depuis la Terre directement sur les voiles des sondes. Cela leur donnera une accélération 1000 fois plus forte que l'accélération de la chute libre sur Terre. Une par une, les sondes vont être propulsées et se diriger vers leur destination. Nous n'aurons même pas besoin de maintenir ce rayon laser en permanence. Si tu éteins les moteurs d'un navire ordinaire sur l'eau, il commencera à perdre de la vitesse à cause de la friction avec l'eau. Mais l'espace est un vide presque parfait. Il n'y a littéralement rien là-bas, donc aucune friction. Tout ce que nous aurons à faire, c'est d'accélérer les sondes jusqu'à la vitesse nécessaire.
À 20% de la vitesse de la lumière, ces sondes pourraient atteindre le Soleil en seulement 40 minutes. Mais au lieu de cela, elles vont se diriger vers l'étoile Proxima Centauri. Après environ 30 ans de voyage, 4 autres années s'écouleront avant que nous recevions un signal des sondes. Il y a plusieurs exoplanètes dans ce système stellaire et certains scientifiques espèrent y trouver au moins des traces de vie. Cette technologie de voile peut d'ailleurs être utilisée dans l'espace, même sans un puissant laser. Nous pouvons utiliser le Soleil. Si nous créons une voile de la taille d'un terrain de football et que nous la déployons dans l'espace, elle commencera à capter les rayons du Soleil. Et comme la surface de la voile est réfléchissante, les rayons rebondiront sur la voile. Cela créera une poussée et propulsera le vaisseau spatial. L'un des inconvénients de cette technologie est que nous ne pouvons l'utiliser qu'à l'intérieur du système solaire. Dans l'espace interstellaire froid, la voile ne pourra pas capter les rayons du Soleil ou le vent solaire. Un autre candidat intéressant pour voyager plus vite que la lumière est le propulseur ionique. Comme une fusée classique, un vaisseau spatial équipé de propulseurs ioniques sera projeté par du gaz éjecté vers l'extérieur. Seulement dans ce cas, le gaz serait éjecté non pas par combustion du carburant, mais à l'aide d'un champ magnétique. Il faudrait créer un puissant champ électrique à l'intérieur du moteur. Les particules de gaz passant à travers ce champ électrique seraient accélérées et repoussées vers l'extérieur. Cela créerait une poussée, et même si l'accélération dans un tel moteur serait beaucoup plus faible que dans une fusée classique, le moteur ionique serait capable d'atteindre des vitesses plus élevées. La NASA prévoyait de construire un vaisseau spatial à moteur ionique pour voler vers Jupiter. Les moteurs ioniques consomment beaucoup d'énergie. Le vaisseau devrait donc être équipé d'un réacteur nucléaire et de nombreux panneaux solaires. 8 gros moteurs étaient censés accélérer le vaisseau spatial jusqu'à une vitesse d'environ 90 km par seconde. À cette vitesse, le voyage de New York à Londres prendrait 1 minute. Jusqu'à présent, cette technologie a été activement testée sur différentes sondes spatiales, mais elle n'a pas encore de solution pour savoir comment voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Toutefois, nous pourrons peut-être voyager entre les galaxies avec des fusées conventionnelles, mais il faudra utiliser des sortes de raccourcis appelés trous de verre. Revenons à notre couverture spatio-temporelle. Le point A se trouve à une extrémité et le point B à l'autre. Au lieu de voyager à travers toute la couverture pendant des millions d'années, il suffit de la plier. Le point B sera alors juste au-dessus du point A et l'on pourra s'y rendre rapidement grâce à un court tunnel qui les sépare. De tels tunnels s'appellent des trous de verre. Certains scientifiques pensent que les trous de verre peuvent se trouver à l'intérieur des trous noirs. Mais il y a 2 problèmes ici. Le trou noir le plus proche de nous se trouve à 1500 années-lumière, donc un voyage là-bas prendrait des lustres. Le deuxième problème est la gravité du trou. Les trous noirs ont la plus forte attraction gravitationnelle de tous les objets de l'univers. Leur gravité peut écraser n'importe quel vaisseau spatial. C'est parce que la force gravitationnelle augmente à chaque centimètre que tu te rapproches du centre du trou noir. Et la force qui affecte le nez du vaisseau spatial sera beaucoup plus forte que celle qui affecte la queue. Le vaisseau spatial va s'étirer comme un spaghetti et se déchirer. Mais il existe une théorie affirmant qu'un vaisseau spatial, ou même une personne, peut survivre à sa chute dans un trou noir. Mais seulement si le trou noir est supermassif, comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ils peuvent être des milliards de fois plus lourds que le Soleil. Mais même s'ils sont plus lourds, ils sont aussi plus grands en taille. Cela signifie que la gravité n'augmente probablement pas aussi vite là-bas. Il se peut que toi ou ton vaisseau spatial ne se transforme pas en spaghetti et que tu puisses même voir ce qu'il y a au cœur du trou noir. On tente ? Il n'y a rien alentour, seulement l'immensité d'une blancheur glacée, celle des neiges du Groenland et des vents mordants qui frappent votre visage. Rien ne laisse présager la catastrophe. Vous avancez d'un pas, puis vous vous figez, horrifié. Un abîme s'ouvre sous vos pieds. Si vous aviez fait un pas de plus, il vous aurait englouti, ce trou légendaire du Groenland. Cela s'est produit au milieu des années 2010. Un groupe de géologues scrutait le glacier groenlandais de Hiawatha avec un radar lorsqu'ils aperçurent quelque chose de totalement inattendu. Une fosse géante, plus de 300 mètres de profondeur et près de 30 km de large. C'est suffisant pour englober Washington ou Paris. Après avoir longuement scruté leur radar, les chercheurs déconcertés ont décidé de percer le mystère de cette immense dépression. Serait-ce l'œuvre d'une érosion ordinaire, un volcan dévastateur, un impact d'astéroïdes
ou même un monstrueux ver de sable. Peut-être ai-je exagéré avec cette dernière idée, mais qui sait ce que ces anciens glaciers peuvent encore nous réserver? Quoi qu'il en soit, ce mystère en a appelé un autre, qui défiait la compréhension des scientifiques depuis plusieurs décennies. Et pour élucider ces deux énigmes, il leur fallait un élément aussi banal que fondamental. Le quartz, l'un des minéraux les plus répandus dans la croûte terrestre. Mais avant de nous aventurer plus loin dans cette investigation, permettez-moi de faire une petite parenthèse pour évoquer un phénomène étrange, l'événement du Dryas récent. Pour comprendre ce phénomène, nous devons remonter dans le temps. Il y a environ 12 900 à 11 600 ans. À cette époque, la planète a subi un refroidissement important, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Abordons à présent ce changement climatique étrange dans l'hémisphère nord. Plusieurs théories existent. L'une évoque un changement des courants dans l'océan Atlantique, une autre mentionne un événement de grande ampleur projetant des tonnes de poussière, bloquant ainsi la lumière du soleil. Les deux hypothèses les plus plausibles sont une éruption volcanique ou un impact d'astéroïdes. En effet, une éruption volcanique a eu lieu en Allemagne à peu près à cette époque. Mais il est aussi possible qu'un objet spatial ait frappé la Terre durant cette période. Revenons maintenant aux trous découverts au Groenland. Lorsque le programme Icebridge de la NASA et l'Institut Alfred Wegener ont fait cette découverte, il semblait que la cause de l'événement du Dryas récent était enfin élucidée. Mais était-ce réellement un astéroïde qui avait creusé ce gouffre et provoqué la chute des températures de l'hémisphère nord? Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs avaient besoin de quartz. Le quartz, sous sa forme pure, présente une structure simple. Il est composé de tétraèdres de silicium et d'oxygène. Il est aussi efficace qu'esthétique, avec ses cristaux prismatiques à 6 faces. En raison de la simplicité de sa structure et de la disponibilité de ses composants, le quartz peut être trouvé dans presque toutes les roches de la planète. Au fil du temps, les roches plus grandes s'érodent, libérant des grains de sable de quartz. Les scientifiques étudiant la fosse mystérieuse ont collecté le sable de quartz qui avait été expulsé sous le glacier. Cela permettait d'observer les roches situées au fond du gouffre sans avoir à y descendre. Pratique, n'est-ce pas? En analysant ce sable, ils ont découvert des grains de quartz marqués par des signes évidents de catastrophe. Des PDF étaient visibles sur toute leur surface. Non, on ne parle pas là d'un format de document. Les PDF désignent les éléments plans de déformation qui apparaissent sous forme de lignes gravées à la surface du cristal. Ces lignes sont caractéristiques du quartz choqué, qui se forme sous une pression extrême lorsque les cristaux internes sont déplacés. Le plus fascinant est que le quartz choqué ne se forme que sous des forces extrêmes, comme celles générées par des impacts massifs ou de violentes explosions. En d'autres termes, la découverte de quartz choqué sous le glacier Hiawatha pourrait constituer la preuve tant recherchée que le cratère était le résultat d'un impact gigantesque, causé par un objet tout aussi colossal. Selon la taille du cratère, cet objet spatial aurait probablement mesuré plus de 1600 mètres de diamètre, soit 2 fois la hauteur du Burj Khalifa de Dubaï. Une météorite de cette taille aurait brillé 3 fois plus intensément que le Soleil lors de son passage dans le ciel et aurait frappé la Terre avec une force considérable. L'impact aurait été d'une telle ampleur qu'il aurait vaporisé la roche et projeté des débris à des centaines de kilomètres à la ronde. Le ciel aurait alors été obscurci par une épaisse poussière, diminuant la luminosité du Soleil et provoquant un refroidissement global. Et devinez quoi? Cette réduction des températures a suscité un grand enthousiasme chez les chercheurs, car elle a donné naissance à l'hypothèse selon laquelle cet impact pourrait être lié à l'événement du Dryas récent. Afin de valider cette théorie, ils ont de nouveau fait appel au quartz. Ils l'ont alors examiné de manière plus approfondie pour tenter de dater l'impact. Et quelle ne fut pas leur surprise? Le cratère de Hiawatha ne datait pas de 12 000 ans, mais de 58 millions d'années. D'un côté, les chercheurs étaient déçus de ne pas avoir pu confirmer leur hypothèse, car le cratère ne permettait pas d'expliquer le refroidissement du Dryas récent. D'un autre côté, cette découverte restait d'une importance capitale. Préparez-vous à un dernier rebondissement dans cette affaire, qui concerne une fois encore le quartz.
Des chercheurs ont récemment mis au jour de nouveaux gisements de quartz choqués, disséminés sur l'ensemble de ce qui constitue aujourd'hui l'Est des États-Unis. Il était enfoui dans des strates sédimentaires datant de la période juste avant le Trias récent. Fait surprenant, aucun cratère n'a été observé à proximité de ces sites, mais le quartz ne saurait mentir. Il atteste d'une puissante explosion. Cela conduit les scientifiques à penser que leur hypothèse d'un impact pourrait encore se vérifier. Toutefois, au lieu d'une collision directe, il pourrait s'agir d'une explosion aérienne. Une comète géante aurait pu se désintégrer lors de son entrée dans l'atmosphère terrestre il y a environ 12 000 ans, et ces fragments auraient explosé avant d'atteindre la surface. Cet événement aurait entraîné des incendies à travers toute l'Amérique du Nord, perturbant tellement le climat qu'il aurait pu déclencher le Dryas récent. Il semble que nous devions patienter un peu avant que les scientifiques ne fournissent davantage de preuves pour confirmer cette hypothèse. Cela dit, d'autres phénomènes intéressants restent à explorer au Groenland. Par exemple, ces trous fascinants, bien plus petits que le cratère dont nous parlions, mais néanmoins intrigants. On les appelle des moulins, et leur rôle est d'acheminer l'eau de fonte en surface jusqu'à la base de la calotte glaciaire. Mais ces moulins nous réservent également quelques surprises. En effet, d'après une étude récente fondée sur des observations directes et des explorations de terrain, leur taille est bien plus importante que ce que nous imaginions. Plus intéressante encore, ce volume accru pourrait avoir une influence sur la stabilité de cette immense calotte glaciaire et sur la rapidité avec laquelle elle se déplace vers la mer. Les chercheurs estiment que l'augmentation de la profondeur et de la pression de l'eau à l'intérieur des moulins pourrait agir comme un lubrifiant à la base de la calotte glaciaire, accélérant ainsi son déplacement, un peu comme un glaçon glissant sur une fine couche d'eau. Jusqu'à récemment, nous ignorions presque tout de la véritable taille des moulins et de la quantité d'eau qu'ils pouvaient contenir. Aujourd'hui, nous savons qu'ils peuvent être gigantesques. L'équipe de recherche a effectué 2 expéditions sur la calotte glaciaire du Groenland, en 2018 et en 2019. Lors de chacune de ces missions, il leur a fallu descendre en rappel à près de 100 mètres de profondeur, dans 2 moulins distincts, frôlant presque la surface de l'eau. Ceux qui ont pris part à cette exploration l'ont décrite comme une expérience intimidante. Imaginez-vous au bord du vide, le dos incliné vers l'abîme, avec pour seul horizon une glace aux reflets bleutés qui s'enfonce dans les ténèbres. Le silence n'est rompu que par le fracas sporadique de la glace qui se brise. Une immersion aussi vertigineuse qu'inquiétante. Les spécialistes expliquent que l'Afrique est en train de se scinder en 2, et voici à quoi elle pourrait ressembler. Observé de près, le phénomène est encore plus saisissant. Une gigantesque faille s'étire du Mozambique au sud jusqu'à la mer Rouge au nord. Elle ne cesse de s'accroître année après année, fracturant le sol et anéantissant des habitations. Aujourd'hui, on estime que cette séparation continentale pourrait survenir bien plus rapidement que prévu. L'Afrique se disloque sous l'effet du déplacement de la plaque somalienne. Imaginez une séparation spectaculaire entre plaques tectoniques. À l'est, la plaque somalienne. À l'ouest, la plaque nubienne. Et dans ce processus de rupture, la plaque somalienne s'éloigne inexorablement, prenant ses distances avec la plaque nubienne. Ce mouvement est à l'origine du rift est-africain, une région où les plaques se désolidarisent, où le magma remonte sans relâche des profondeurs terrestres, et où de nombreux volcans en activité voient le jour. C'est une zone de chaleur extrême, où les températures diurnes peuvent atteindre 55 degrés Celsius, tandis que la nuit, elles ne redescendent qu'à 35 degrés. Au cœur de cette fournaise se trouve le triangle de Lafar, aussi appelé dépression de Lafar. Son relief est d'une grande singularité. Le processus de rift engendre des vallées, des failles et d'impressionnantes fissures qui ne cessent de s'étendre. Prenez par exemple cette faille colossale de 56 km de long, située dans le désert éthiopien. Sa largeur est telle qu'un être humain pourrait s'y glisser sans difficulté, mais le plus inquiétant reste son expansion constante. Elle s'élargit de plus d'1 centimètre chaque année. L'écartement progressif des plaques nubiennes et somaliennes pourrait également donner naissance à un nouvel océan en Afrique. Un tel phénomène n'a rien d'inédit. Il y a environ 150 millions d'années, alors que les dinosaures peuplaient encore la Terre, un mouvement tectonique comparable a conduit à la formation de l'océan Atlantique. À l'origine, les continents ne formaient qu'un seul bloc, mais l'apparition d'une faille au sein de la Pangée a provoqué leur éloignement, divisant ainsi les hémisphères Est et Ouest. Un processus similaire est à l'œuvre dans cette fracture africaine.
Selon les spécialistes, les eaux de l'océan Indien pourraient, à terme, submerger la vallée du rift est-africain, donnant ainsi naissance à ce qui serait le 6e océan. Toutefois, il est peu probable que vous puissiez un jour vous baigner dans ces eaux. D'après le géophysicien Ken McDonald, expert des failles tectoniques, cette rupture spectaculaire pourrait se produire d'ici 1 à 5 millions d'années. À l'échelle géologique, c'est une évolution rapide, bien plus que ce que la majorité des chercheurs avaient anticipé. Même si vous ne serez pas témoin de la dislocation de l'Afrique, les populations locales, elles, en ressentiront pleinement les effets. Elles devront faire face à des éruptions volcaniques violentes et à de puissants séismes, conséquence directe de ce bouleversement géologique progressif. Un exemple frappant est cette faille impressionnante dans le désert éthiopien dont nous avons déjà parlé. Elle est apparue en 2005, après que la région a subi 2 éruptions volcaniques et 163 séismes, tous d'une magnitude supérieure à 3,9. Habituellement, une fracture aussi vaste met des siècles à se former. Mais dans ce cas, elle s'est développée en l'espace de quelques jours seulement, révélant ainsi l'extrême intensité du phénomène. En réalité, une activité sismique aussi intense peut accélérer le processus de fragmentation de l'Afrique, rendant toute estimation précise du délai extrêmement complexe. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que cette « nouvelle Terre » est déjà désignée sous le nom de « continent nubien ». Si les prévisions se vérifient, elle englobera la Somalie, le Kenya, la Tanzanie et une partie de l'Éthiopie. Ce phénomène est aussi fascinant qu'inquiétant. Avec l'émergence de nouveaux littoraux, les pays concernés devront procéder à d'importants ajustements en matière d'infrastructures et d'aménagement du territoire. De nombreuses routes, habitations et autres constructions situées à proximité ou directement dans la vallée du rift est-africain risquent d'être détruites. Au Kenya, par exemple, des fissures ont éventré une route très fréquentée, poussant les autorités à tenter, en vain, de combler l'écart avec des rochers et du ciment. Dans un autre cas, une femme âgée dînait tranquillement en famille lorsque sa maison s'est brutalement fendue en 2. Plus récemment, dans la région d'Afar, en Éthiopie, des séismes ont ravagé 37 écoles, contraignant près de 5000 élèves à abandonner leur salle de classe. Malheureusement, des drames de ce type risquent de devenir de plus en plus fréquents dans les années à venir. Toutefois, cette transformation ne présente pas que des inconvénients. Des pays enclavés comme la Zambie et l'Ouganda pourraient voir apparaître des côtes, ce qui représenterait une opportunité majeure pour eux. L'accès à un littoral leur permettrait d'ouvrir de nouvelles routes commerciales et de diversifier leur économie, sans oublier le développement touristique. Avec ces plages paradisiaques fraîchement formées, ces nations pourraient devenir des destinations prisées par les voyageurs. Par ailleurs, la biodiversité de ce nouvel océan subira d'importants bouleversements, favorisant peut-être l'émergence de nouvelles espèces marines. Observons de plus près. Voici la zone où la faille est actuellement la plus avancée. Autrement dit, c'est probablement ici que la séparation du continent africain se produira. Toutefois, le processus pourrait s'avérer plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a quelque temps, Michael Daly, géologue à l'université d'Oxford, a émis l'hypothèse que cette faille pourrait s'étendre davantage vers l'ouest. De récentes découvertes viennent appuyer cette théorie, suggérant que la fissure pourrait se prolonger vers le sud, traversant le Botswana jusqu'en Afrique du Sud, et vers l'ouest, à travers la Namibie, jusqu'à l'océan Atlantique. Si ces fractures venaient à s'agrandir et à se transformer en profondes crevasses, l'océan pourrait s'y engouffrer et combler ses vides. Selon les experts, l'Afrique pourrait se morceler au point de se transformer en un vaste archipel. Mais encore une fois, nous n'assisterons à rien de tout cela, car un tel phénomène s'étalera sur des dizaines de millions d'années. Il est déjà établi que l'Afrique risque de se fragmenter en une multitude d'îles imposantes, voire en plusieurs petits continents. La situation s'annonce également délicate pour Madagascar. La 4e plus grande île au monde pourrait à terme se scinder. Mais pourrait-on assister à l'inverse? Autrement dit, l'éloignement des plaques nubiennes et somaliennes pourrait-il engendrer la formation de nouvelles terres émergées? En réalité, à mesure que ces plaques tectoniques divergent, le magma issu du manteau terrestre peut remonter à la surface. En refroidissant, il se solidifie et donne naissance à de nouvelles terres. C'est ainsi que des régions comme l'Islande et les Açores ont vu le jour. Ainsi, il est tout à fait envisageable que le même processus se produise dans la vallée du rift est-africain, et qu'à long terme, de nouvelles îles viennent s'y former. À ce jour, tout ce que l'on peut affirmer, c'est que la géologie de la dépression de l'Afar est véritablement singulière. Il s'agit du système de rift le plus actif de la planète. Lorsqu'on parle de rift, on désigne une zone où les plaques tectoniques s'écartent.
Cette région concentre une multitude de phénomènes. Failles dans la croûte terrestre, zones volcaniques et même la possible naissance d'un 6e océan. Pour les experts, c'est une occasion unique d'observer de près l'évolution des rifts. En raison de son intense activité volcanique, cette zone présente également un immense potentiel pour l'exploitation de l'énergie géothermique, qui consiste à utiliser la chaleur issue des entrailles de la Terre pour produire de l'électricité. 2 centrales sont déjà opérationnelles en Éthiopie, l'une située dans la vallée du rift éthiopien, l'autre dans la région de l'Afar. À présent, les géologues sont en quête de nouveaux sites potentiels. Lorsque nous observons cette profonde fissure dans le sol, nous savons qu'elle résulte du mouvement des plaques tectoniques. Cela ne fait aucun doute. En revanche, ce qui demeure encore inexpliqué, c'est la raison précise pour laquelle ces fissures apparaissent à des endroits bien déterminés. Prenons l'exemple d'une faille qui s'est formée au Botswana après un séisme de magnitude 6,5 en 2017. Contrairement aux attentes, l'épicentre ne se situait pas dans la zone de rift, là où les plaques sont en mouvement. Il était bien plus au sud. Or, un rift qui se développe sans activité volcanique est une anomalie, ce qui remet en question nos modèles traditionnels de la fragmentation des continents. Déterminer les raisons exactes de l'apparition de ces fissures demeure un mystère à élucider pour les scientifiques, qui cherchent à comprendre comment l'Afrique est en train de se scinder. Espérons que des réponses émergeront avant que le continent ne finisse par se transformer en un immense archipel. Cette frontière invisible divise le monde en 2 régions distinctes et, pour des raisons inconnues, la majorité des animaux, poissons et oiseaux ne parvient pas à la franchir. Appelée la ligne Wallace, elle trace une séparation entre l'Australie et l'Asie. Cette appellation lui vient d'Alfred Russel Wallace, un explorateur et scientifique britannique qui l'a identifié en 1859. Il s'était rendu en Asie afin d'étudier l'archipel malais, également connu sous le nom d'Insulinde. Lors de ses explorations à travers les jungles, les collines et en naviguant, Wallace remarqua une sorte de barrière invisible. À l'ouest, dans des régions telles que Bornéo et Sumatra, il observait des espèces animales typiquement asiatiques, de grands rhinocéros broutant des feuillages et des singes se balançant habilement d'arbre en arbre. Ces forêts luxuriantes regorgèrent d'animaux que l'on associe volontiers à la jungle. Toutefois, lorsqu'il franchissait cette ligne imaginaire et atteignait Célèbes ou Lombok, il rencontrait plutôt des animaux ressemblant à ceux d'Australie, ainsi que des oiseaux exotiques tels que les kakatoès. Le comportement des animaux varie de part et d'autre de la ligne Wallace. Certaines espèces excellent dans la traversée d'obstacles naturels, comme les étendues d'eau, alors que d'autres y sont moins aptes. Par exemple, les chauves-souris, capables de voler au-dessus de l'eau, franchissent parfois cette ligne. À l'inverse, les grands animaux terrestres, tels que les éléphants, restent généralement confinés à un seul côté. Certains oiseaux, plus craintifs, préfèrent se cacher dans des buissons denses et des arbres pour échapper aux prédateurs, évitant ainsi de s'aventurer au-dessus de grandes étendues d'eau dépourvues d'abri. Les plantes ne suivent pas la ligne Wallace aussi strictement que les animaux, car elles se dispersent selon des mécanismes spécifiques, tels que des graines transportées par le vent, l'eau ou des animaux. Le genre Eucalyptus, par exemple, reste majoritairement du côté australien. Cependant, l'eucalyptus arc-en-ciel a réussi à s'implanter aux Philippines, du côté asiatique. Sous les eaux, la ligne Wallace est de moindre importance. La région située entre cette ligne et l'Australie, surnommée le triangle de corail, est une véritable explosion de vie marine. Désormais, après plus de 150 ans, les scientifiques pensent avoir enfin élucidé le mystère de la ligne Wallace. Ils estiment que tout remonte à environ 35 millions d'années, lorsque l'Australie s'est séparée de l'Antarctique et a progressivement dérivé pour entrer en collision avec l'Asie. Ce choc aurait engendré la formation d'une chaîne d'îles qui n'est autre que l'archipel malais, situé entre les 2 continents. Ces bouleversements ont entraîné d'importantes modifications climatiques qui ont profondément influencé les espèces animales vivant dans la région. Les chercheurs ont utilisé un modèle informatique pour simuler les comportements de plus de 20 000 espèces des 2 côtés de la ligne, il y a plusieurs millions d'années. Lorsque l'Australie s'est éloignée de l'Antarctique, une vaste étendue d'océan profond s'est ouverte autour de ce continent, donnant naissance au plus grand courant océanique au monde, le courant circumpolaire antarctique. Ce courant tourbillonnant a refroidi le climat mondial, modifiant complètement les conditions de vie des différentes espèces animales.
Toutefois, ces effets n'ont pas été universels. L'Indonésie, demeurant chaude et humide, constituait un environnement idéal pour les espèces asiatiques qui pouvaient migrer d'île en île vers l'Australie. En revanche, les espèces australiennes, adaptées depuis des millions d'années à des habitats plus secs et plus frais, ont eu plus de mal à s'adapter aux conditions tropicales. Les scientifiques pensent donc que comprendre l'adaptation des espèces à ces grands changements climatiques il y a plusieurs millions d'années pourrait nous aider à prédire comment les espèces actuelles réagiront à des situations similaires. D'autres scientifiques ont également cherché à décrire et expliquer la frontière naturelle invisible entre l'Asie et l'Australie après les travaux de Wallace, en traçant leur propre ligne. La ligne de Sclater en 1894, la ligne de Lydekker en 1896, limite zoologique de Pellssener, aussi appelée ligne de Weber dès 1904, et la limite zoologique de Mayr en 1944. La ligne de Weber, par exemple, diffère légèrement de la ligne Wallace, séparant les régions faunistiques orientales et australiennes au sein de la Wallacea. Ce groupe d'îles, principalement indonésiennes, est isolé des plateaux continentaux asiatiques et australiens par des détroits profonds. Comme elles n'ont jamais été reliées au continent par voie terrestre, seuls les animaux capables de nager, voler ou flotter ont pu y parvenir, expliquant ainsi la diversité unique de leur faune, d'origine à la fois asiatique et australienne. La ligne de Weber marque le point de bascule. D'un côté, la majorité des animaux viennent d'Asie, de l'autre, ils sont majoritairement australiens. Un autre événement migratoire majeur dans l'histoire de la Terre s'est déroulé sur le continent américain. Il y a environ 30 millions d'années, l'Amérique du Sud est devenue une masse continentale isolée lorsque les plaques tectoniques l'ont éloignée de l'Antarctique et de l'Afrique. À partir de ce moment, la faune locale a évolué de manière unique, donnant naissance à des espèces que l'on ne retrouvait nulle part ailleurs. Certains de ces animaux existent encore aujourd'hui, comme les opossums, les capybaras et les chinchillas, les tatous, les fourmiliers et autres paresseux. D'autres espèces ont disparu, comme les paresseux terrestres géants, plus grands que des voitures, ou encore les glyptodons, semblables à des tatous géants aux carapaces osseuses extrêmement robustes. On comptait aussi d'immenses oiseaux incapables de voler, mais aptes à pourchasser leur proie. Au nord du continent américain, les animaux avaient encore accès au reste du globe via le détroit de Bering. La région était donc peuplée d'une grande variété d'animaux, parmi lesquels cerfs, bisons, chevaux, chameaux, mammouths et mastodontes, qui cohabitaient avec des prédateurs comme les grands félins, les loups et les ours. Il y a environ 3 millions d'années, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud se sont reliées par une bande de terre connue sous le nom d'Isthme de Panama, résultat de nouveaux déplacements tectoniques. Une intense activité volcanique, survenue il y a 25 millions d'années, a également contribué à sa formation. Ce lien terrestre a permis aux animaux de migrer entre les deux continents, un processus qui est entré dans l'histoire sous le nom de Grand Échange faunique interaméricain. Durant l'ère glaciaire, d'immenses glaciers ont périodiquement atteint leur maximum avant de se retirer, ce qui a entraîné une baisse du niveau des mers et la transformation probable des forêts en vastes plaines herbeuses, favorisant ainsi la traversée des animaux. Les paresseux terrestres géants figuraient parmi ceux qui ont migré vers le nord jusqu'en Alaska. Une espèce particulière, le paresseux terrestre de Jefferson, errait même dans les toundras glaciales et cohabitait avec les mammouths laineux et les caribous. De nombreux prédateurs nord-américains se sont aventurés vers le sud. Parmi eux figuraient des félins comme les cougars, les jaguars et les smilodons aux longues canines. Les loups, renards, loutres, ratons laveurs et autres ours ont également pris part à cette migration. L'ours à face courte, ou Arctotherium, par exemple, pouvait atteindre 4 mètres de hauteur et peser autant qu'une petite voiture. En Amérique du Sud, les ongulés originaires de cette partie du continent avaient évolué en une multitude de formes singulières durant leur isolement. Des créatures imposantes d'origine nord-américaine, comme les gomphothères, apparentés aux éléphants mais dotés de défenses inhabituelles, ont migré vers le sud, figurant ainsi parmi les plus grandes espèces locales. Les ancêtres des lamas actuels ont élu domicile dans les Andes, tandis que les cerfs,
tapirs et pécaris prospéraient dans les forêts. La circulation des animaux entre les deux continents a duré des millénaires, mais la fin de l'ère glaciaire a entraîné l'extinction de nombreux grands animaux, comme les paresseux géants, incapables de s'adapter à ces nouvelles conditions. Les espèces nord-américaines se sont mieux acclimatées à ces changements. Aujourd'hui, on trouve encore des tatous, des porcs épics et des opossums sud-américains en Amérique du Nord, mais des animaux emblématiques d'Amérique du Sud, tels que les jaguars, lamas et ours à lunettes, ont disparu du Nord. Les scientifiques pensent que l'isolement prolongé des espèces sud-américaines les a rendus plus vulnérables aux bouleversements de leur environnement. Il existe une ouverture énigmatique en plein cœur de l'Antarctique. Certains l'associent à la résidence estivale du Bigfoot, à une navette spatiale tout droit sortie de Star Trek, ou encore à un passage vers Agartha, ce royaume légendaire que certains situent au centre de la Terre. Les scientifiques ont réfuté toutes ces spéculations romanesques et ont précisé que cette porte mystérieuse se trouvait dans une étendue de banquise côtière. Jointive au rivage, elle est entourée de petites îles et de hauts fonds. Lorsque la glace s'écoule autour de formations rocheuses enfouies sous la surface, elle peut générer des motifs intrigants mais parfaitement naturels. En ce lieu, la minceur de la glace accentue l'influence des rochers sous-jacents sur son déplacement. De plus, les vents glacés de l'Antarctique sculptent la neige et la glace, formant des lignes et des reliefs qui peuvent prêter à confusion. Cette fameuse porte n'est en réalité qu'une crête rocheuse mise au jour par une fonte partielle de la glace. Son sommet correspond à l'extrémité d'un affleurement rocheux, tandis que ses parois ne sont que des traces de neige façonnées par des vents violents soufflant dans une direction constante. Il s'agit donc simplement d'un iceberg échoué en pleine fonte. Un YouTuber a repéré un autre élément insolite bien loin des côtes antarctiques. Un navire de glace de 120 mètres de long, à plus de 240 km en mer. Internet s'est aussitôt emballé, certains affirmant que cette épave gelée aurait dérivé jusque-là depuis le triangle des Bermudes. Toutefois, aucune donnée scientifique ne permettait de confirmer qu'il s'agissait d'un navire plutôt que d'un imposant bloc de glace. D'ailleurs, en examinant de nouveau la zone peu après, les internautes ont constaté qu'avec la fonte estivale, l'hypothétique vaisseau avait tout bonnement disparu. Une autre découverte intrigante sur Google Maps en Antarctique concernait une prétendue pyramide. Avant que vous n'imaginiez un scénario fascinant impliquant les anciens Égyptiens et une base secrète enfouie sous la glace, il convient de préciser qu'il ne s'agissait en réalité que d'une montagne. Elle appartient à la plus haute chaîne du continent, les monts Ellsworth, qui s'étendent sur près de 400 km. Ce n'est d'ailleurs pas la première formation rocheuse à avoir été comparée à une pyramide. Au cours de l'expédition antarctique britannique, des explorateurs avaient déjà identifié une pareille montagne et l'avaient baptisée la pyramide. Pourtant, cette dernière ne présentait même pas la silhouette caractéristique d'un tel édifice. Voici une découverte antarctique qui ne manquera pas de vous impressionner. Une immense plateforme glaciaire, celle de Dodson, dont les reliefs ont évoqué aux scientifiques ceux du Grand Canyon. Un robot sous-marin spécialement conçu, nommé RAN, a parcouru près de 1000 km sous la glace et a rapporté des images spectaculaires de montagnes gelées, de vallées, de plateaux et de motifs tourbillonnants entièrement constitués de glace. Parmi les éléments les plus surprenants relevés par RAN figuraient d'énormes cavités en forme de cuvette, atteignant parfois 300 mètres de longueur. Malheureusement, les chercheurs ont fini par perdre la trace du robot. Ils supposent que des phoques de Weddell, intrigués par l'engin, auraient pu le heurter et provoquer son immobilisation. Pour préserver son énergie, RAN aurait alors cessé toute activité, rendant toute récupération impossible. L'équipe espère toutefois concevoir un nouvel appareil afin de poursuivre l'exploration de ce canyon gelé et d'observer l'évolution des motifs formés au fil du temps. Un autre canyon colossal a été mis au jour en Antarctique grâce au mauvais temps. Une équipe de spécialistes en acoustique, contrainte de suspendre ses recherches à la station Casey en raison d'une tempête, a mis à profit ce contretemps pour cartographier le fond marin aux abords du glacier Adams. C'est ainsi qu'ils ont découvert une formation impressionnante. Un canyon atteignant près de 2000 mètres de profondeur, 9000 mètres de largeur et s'étendant sur plus de 45 km depuis le glacier. Lors de cette première exploration, seule une partie du relief a pu être cartographiée avant que l'équipe ne soit contrainte de regagner la station. Toutefois, lorsqu'une nouvelle perturbation a frappé la région, le navire a repris la mer et a permis de compléter l'étude du canyon, malgré des vents violents
et des vagues atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur. Grâce à une quinzaine d'heures de collecte de données, la carte du site a pu être finalisée. Avant leur retour en Australie, les chercheurs ont effectué un dernier arrêt pour obtenir une vision d'ensemble du canyon, dont l'analyse contribue à approfondir la compréhension de l'histoire des glaciers ainsi que des interactions entre la calotte glaciaire antarctique et l'océan. Il existe en Antarctique un lac gelé baptisé lac Enigma. Longtemps, on a cru qu'il était entièrement pris dans la glace. Mais au cours d'une expédition menée entre novembre 2019 et janvier 2020, des chercheurs ont découvert, sous son épaisse croûte glacée, une couche d'eau liquide d'environ 12 mètres de profondeur. Afin d'en percer les mystères, ils ont foré la glace et envoyé une caméra explorer ses profondeurs cachées. L'eau du lac, qui proviendrait du glacier voisin par un passage souterrain encore inconnu, abritait une vie microbienne surprenante. De minuscules micro-organismes formaient des tapis biologiques recouvrant le fond du lac, certains étant fins et hérissés, d'autres rappelant des tapis froissés ou même de petites structures arborescentes pouvant atteindre 40 cm. Un grand nombre de ces microbes étaient capables de produire leur propre énergie par photosynthèse, à l'instar des plantes, ce qui conférait au lac une concentration élevée en oxygène. L'une des découvertes les plus remarquables fut l'identification d'une espèce bactérienne généralement présente dans des environnements pauvres en oxygène. Le lac Enigma pourrait ainsi présenter des similitudes avec les conditions régnant sur certaines lunes glacées comme Europe ou Encelade, suggérant que ces astres pourraient également renfermer de l'eau sous leur surface gelée, et, peut-être, une vie microbienne. Une autre découverte en Antarctique concerne de minuscules fragments d'ambre retrouvés dans des roches argileuses. Une première sur ce continent. Les scientifiques ont mis plusieurs années à analyser les fossiles exceptionnellement bien conservés de racines, de pollen et de spores découverts dès 2017. La présence d'ambre constitue une preuve irréfutable qu'une forêt dense et verdoyante, composée d'arbres produisant de la résine, prospérait jadis en Antarctique. Ce paysage luxuriant s'étendait à proximité du pôle sud durant le Crétacé moyen, il y a environ 83 à 92 millions d'années. À cette époque reculée, rassurez-vous, je n'y étais pas, ces arbres devaient endurer plusieurs mois d'obscurité au cours des longs hivers antarctiques. Selon les chercheurs, ils y parvenaient en adoptant une phase de dormance prolongée. Les morceaux d'ambre exhumés, bien que de taille modeste, arborent de magnifiques teintes jaunes et orangées. Leur surface bosselée révèle la manière dont la résine s'est écoulée des arbres, probablement pour se prémunir des insectes. Cette substance a pu traverser les âges grâce à une immersion rapide qui l'a préservée de l'exposition à l'air et à la lumière. Un scientifique examinait des images satellites à la recherche des traînées brunes laissées par les déjections des manchots, lorsqu'il a identifié 4 nouvelles colonies de manchots empereurs aux confins du globe. Il est probable que ces colonies existent depuis plusieurs années déjà, bien que 3 d'entre elles soient relativement petites, chacune comptant moins d'1 millier d'individus reproducteurs. L'une des colonies récemment découvertes se situe non loin de la plateforme de glace de Lazarev, où une colonie plus importante existait autrefois. Les chercheurs pensaient que celle-ci avait disparu en 2019, mais il semblerait que les manchots aient simplement migré légèrement en réponse aux variations de la banquise. L'étude de ces populations pourrait donc permettre de mieux comprendre la manière dont les manchots empereurs s'adaptent aux changements environnementaux. Il y a 40 millions d'années, un immense réseau fluvial traversait l'Antarctique. Les chercheurs en ont trouvé des traces en analysant des sédiments meubles et des roches dures prélevées sur le fond marin gelé. En examinant de minuscules traces d'éléments radioactifs, comme l'uranium et le plomb, ils ont découvert que les couches de sol les plus profondes remontaient à l'ère des dinosaures. Plus en surface, des dépôts plus récents présentaient une structure rappelant celle des deltas fluviaux actuels, à l'image de ceux du Mississippi ou du Rio Grande. De petites traces de vie ont également été détectées dans le sable. À son apogée, ce fleuve prenait sa source dans la chaîne transantarctique et parcourait 1500 km avant de se jeter dans la mer d'Amundsen. Poursuivant leurs recherches sur des couches de sédiments plus récentes, âgées d'environ 20 millions d'années, les scientifiques espèrent que ces découvertes leur permettront de mieux anticiper les évolutions futures du climat terrestre. Il est impossible de conduire entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, et la raison en est simple. Aucune route ne relie ces 2 continents, même pas une voie rudimentaire. Certes, vous pourriez tenter une traversée à pied, mais permettez-moi de vous dire que ce serait une erreur monumentale. La région reliant les 2 continents s'appelle le bouchon du Darien.
Elle s'étend à travers la province de Darien, au sud du Panama et au nord de la Colombie. La seule route terrestre consiste en une randonnée de près de 100 km à travers la jungle. La traversée peut durer de 3 à 10 jours, selon les conditions climatiques, le poids transporté et la chance, bien entendu. Le hasard y joue un rôle majeur, car il ne s'agit pas d'une simple promenade en pleine nature. Cet environnement est extrêmement rude et isolé, connu pour être l'un des endroits les plus périlleux de la planète. Malgré ces risques, des personnes continuent de s'y aventurer. Chaque année, le nombre de traversées ne cesse d'augmenter. En 2014, moins de 10 000 personnes avaient franchi cette zone. En 2023, ce chiffre a bondi à 520 000. Vous vous demandez peut-être pourquoi autant de personnes se retrouvent dans cette région et affrontent autant de dangers. C'est parce que le bouchon du Darien est devenu une voie de migration pour ceux qui cherchent à rejoindre l'Amérique du Nord. Pour traverser cette région, les migrants doivent affronter une multitude de dangers, allant des piqûres d'insectes et des infections jusqu'aux fractures ouvertes. Ce territoire est un véritable no man's land. Sans poste de police, les voyageurs doivent se protéger contre les voleurs et n'ont d'autre recours que de s'entraider tout au long du chemin. La plupart des voyageurs entament la traversée avec au minimum une tente ou une bâche, des bottes imperméables, de l'eau et des vivres. Toutefois, ces équipements deviennent rapidement encombrants et il est généralement impossible d'en transporter assez pour tout le trajet. À un certain point, les gens finissent par boire l'eau des rivières pour éviter la déshydratation. Or, cette eau est souvent contaminée par des bactéries et des impuretés, provoquant ainsi des troubles intestinaux. Et si la situation s'aggrave, il n'y a aucun secours disponible sur place. Pour empirer les choses, les températures y sont accablantes, dépassant fréquemment les 35 degrés. Un petit groupe d'aventuriers intrépides et de voyageurs en quête d'une expérience de survie dans la jungle se risque parfois à travers le bouchon du Darien. Mais cette région ne se prête en rien à des vacances relaxantes. En 2023, un groupe de touristes y a contracté l'ulcère tropical, une infection fongique touchant les pieds. La situation s'est tellement détériorée qu'une femme a dû être portée par le groupe le dernier jour, incapable de marcher. Peu importe le degré de préparation, la survie dans cette région repose principalement sur la chance. Les voyageurs ne trouveront pas de ville aux infrastructures développées, ni d'hôtels où passer la nuit avant de reprendre leur chemin. Toutefois, ils pourraient croiser quelques camps de base improvisés en pleine jungle. Ces camps proposent parfois des plateformes en bois pour les tentes, des douches sommaires à l'aide de seaux, des toilettes rudimentaires, voire des plats de poulet et de riz. Mais tout cela a un coût. Le Wi-Fi, par exemple, peut coûter jusqu'à 2 $ de l'heure. Ce tarif semble plutôt raisonnable, étant donné l'absence totale de services de téléphonie mobile sur le chemin. Les voyageurs perdent ainsi presque tout contact avec le monde extérieur. Imaginez une forêt tropicale dense, avec un terrain abrupt et boueux. Le sentier de randonnée est parsemé de gros rochers et encombré de lianes semblables à des pièges naturels. La pente abrupte de la montagne représente un défi considérable, même pour une personne en excellentes conditions physiques. La région est également soumise à des pluies torrentielles et quasi incessantes, entraînant des glissements de terrain, des crues éclairs et rendant les routes impraticables. La situation est si difficile que les vêtements et les visages des voyageurs terminent couverts de boue au cours de la traversée. Les voyageurs devront également franchir de nombreuses rivières au courant puissant. Un père vénézuélien ayant traversé récemment la région avec ses 2 enfants a raconté que leurs baskets s'étaient déchirées dès le premier jour, témoignant de la puissance des cours d'eau. De plus, ces rivières sont profondes. L'eau peut parfois monter jusqu'aux épaules. Les dangers de cette région ne sont pas nouveaux. Pendant des siècles, le bouchon du Darien était considéré comme infranchissable. Les premiers Européens ayant exploré l'Amérique latine le voyaient comme une école d'entraînement à la jungle. Ils étaient bien conscients de ces périls, mais cela n'a pas empêché de nombreux aventuriers de tenter la traversée par la suite. En 1854, par exemple, une expédition disparut dans la jungle pendant 49 jours, luttant contre la famine et l'épuisement. De nouveau, en 1870, un groupe de 100 hommes tenta la traversée. Bien qu'ils aient été bien préparés, avec des équipements modernes pour l'époque, ils souffrirent énormément au cours de leur périple et durent faire preuve d'une résilience exceptionnelle pour surmonter de telles épreuves. Au fil des années,
Ceux qui s'aventuraient dans la région mouraient souvent de faim, de soif, ou se noyaient dans les cours d'eau. Ils faisaient également face aux attaques d'animaux dangereux tels que les jaguars, les grenouilles d'Androbates et le fer de lance commun. Un serpent rapide et particulièrement venimeux. La région est en outre envahie par les moustiques, vecteurs de maladies graves. S'appuyer contre des arbres pour se reposer peut aussi s'avérer dangereux. La jungle est jonchée d'Astrocarium stanleyanum, des palmiers couverts de longues épines noires, pouvant atteindre jusqu'à 20 cm. Ces épines sont recouvertes de bactéries diverses. Frôler un tel palmier peut entraîner des infections cutanées. Un autre risque est de se perdre dans cette forêt dense et de ne jamais retrouver le chemin vers la civilisation. Cependant, de nos jours, ce danger est bien moindre. Certains ont signalé la présence de marqueurs colorés destinés à orienter les voyageurs et à les empêcher de s'égarer. Lorsqu'ils aperçoivent du tissu bleu ou vert attaché aux arbres, cela signifie qu'ils doivent continuer leur chemin. En revanche, la vue d'un tissu rouge est un avertissement. Ils marchent dans la mauvaise direction et doivent immédiatement faire demi-tour. Avec tous ces dangers, pourquoi ne pas simplement construire une route traversant le bouchon du Darien ? Cette solution pourrait sembler évidente, mais en réalité, relier le Panama à la Colombie par une route n'a rien de simple. La région du Darien, avec son climat humide, son relief difficile et ses pluies incessantes, rend la construction d'une route fonctionnelle aussi complexe que coûteuse. Malgré ces obstacles, des tentatives ont déjà été faites pour combler cette lacune. L'autoroute panaméricaine, un immense réseau routier reliant l'Alaska à la pointe sud de l'Argentine, s'interrompt aujourd'hui brusquement au niveau du bouchon du Darien. Pourtant, le plan initial prévoyait que la route traverse cette région. Dans les années 70, puis de nouveau dans les années 90, les dirigeants des pays d'Amérique latine ont cherché à concrétiser ce projet. Toutefois, une forte opposition s'est manifestée, notamment pour protéger les communautés locales et préserver la forêt tropicale. Le bouchon du Darien, largement épargné par l'activité humaine, est l'un des lieux les plus riches en biodiversité du monde. On estime qu'une espèce sur 5 y est endémique, c'est-à-dire qu'elle ne vit que dans cette région spécifique, comme le rat à poche du Darien ou l'opossum Marmosops invictus. La construction d'une route aurait gravement altéré cet écosystème, conduisant ainsi à l'abandon du projet. Une alternative maritime a ensuite vu le jour, avec au moins 2 compagnies proposant un service de ferry entre les deux pays. Malheureusement, cette activité n'était pas rentable et les services ont fini par fermer. Plus récemment, le Panama a pris la décision de fermer la route du bouchon du Darien, désormais protégée par des clôtures de barbelés. Quoique de nouvelles routes puissent éventuellement voir le jour, les aventuriers désireux de visiter l'Amérique du Sud feraient mieux de ne pas attendre. Prendre l'avion pour la Colombie restera toujours une option beaucoup plus sûre. Ces taches sombres sur la calotte glaciaire du Groenland ne sont pas de simples imperfections. Chaque été, la glace, d'ordinaire d'une blancheur éclatante, se teinte de gris dans certaines zones. Cette zone sombre, longtemps restée un mystère, a révélé son secret lorsqu'on a découvert que cette transformation étrange était due à l'apparition d'algues aux teintes rouges, vertes et brunes. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que cette prolifération d'algues ne cesse de croître. La zone sombre s'assombrit davantage, et l'apparition de microbes inquiétants pourrait bientôt suivre. Il est désormais impératif que le reste du monde s'en inquiète. La calotte glaciaire du Groenland, véritable géant de glace, recouvre environ 80% de l'île et abrite près de 8% des réserves mondiales d'eau douce sous forme de glace. Pendant la majeure partie de l'année, elle s'étend telle une vaste étendue immaculée. Cependant, à l'arrivée de l'été, lorsque les températures augmentent, des changements commencent à apparaître. La fonte de la glace dévoile des affleurements rocheux sur la côte, tandis qu'en progressant plus en profondeur vers l'intérieur des terres, la glace blanche autrefois uniforme devient plus sombre. Cette zone, d'environ 400 km de long et 100 km de large à son point le plus étendu, présente ce phénomène intrigant pour 2 principales raisons. La première cause est liée au carbone noir. À l'image de la poussière qui s'accumule sur vos meubles, la calotte glaciaire du Groenland subit un processus similaire. Le vent transporte des particules de poussière et de suie jusqu'à ces régions glacées. Mais contrairement à votre mobilier, impossible d'éliminer cette accumulation d'un simple coup de chiffon.
Sur les glaces du Groenland, ce mélange de particules fines s'installe pour des millénaires. Ainsi, cette zone sombre est recouverte d'une fine couche de poussière accumulée au fil du temps. En 2014, des chercheurs ont étudié ce dépôt et constaté que les régions les plus sombres de la glace contenaient une concentration élevée de carbone noir. Ce carbone noir ne s'est pas formé par hasard. En réalité, il est issu principalement des fumées générées par d'anciens incendies de forêt au nord du Canada et en Alaska. Comme on peut s'en douter, le carbone noir étant lui-même de couleur foncée, il provoque un obscurcissement de la surface de la glace. La deuxième cause majeure de la transformation estivale de la calotte glaciaire concerne les algues mentionnées plus tôt. Il s'agit principalement de deux espèces, l'Ancylonema alaskana et l'Ancylonema nordenskjoldi. Ces algues affectionnent particulièrement les environnements d'eau froide. Durant l'hiver, elles entrent dans un état de dormance et restent profondément enfouies dans la glace, attendant des conditions favorables pour réapparaître. Lorsque le printemps arrive, ces algues commencent progressivement à remonter à la surface. À l'approche de l'été, elles sont prêtes à fleurir et à profiter de presque 24 heures de lumière solaire chaque jour pour effectuer la photosynthèse et croître. En temps normal, ces algues affichent une teinte verte, mais une fois exposées au soleil, elles se teintent de brun, ce qui constitue une méthode naturelle de protection contre les rayons ultraviolets nocifs. Ce changement de couleur contribue également à l'assombrissement des glaces du Groenland. Jusqu'à présent, ce comportement était normal. Ce qui est véritablement préoccupant, c'est que les floraisons d'algues augmentent en taille chaque année. Ce phénomène s'explique par le fait qu'elles prospèrent grâce au phosphore, un nutriment abondant dans cette région, provenant d'un minéral appelé hydroxyapatite. Ce dernier se retrouve dans une roche qui se décompose en minuscules particules de poussière, transportées par le vent à travers la glace. Avec le réchauffement climatique, les roches deviennent plus sèches et des vents plus puissants soulèvent davantage de poussière. Cette augmentation entraîne plus de phosphore, favorisant ainsi une croissance accrue des algues. Vous saisissez ? Il s'agit d'un cycle qui s'aggrave d'année en année. L'étude de ce phénomène est donc essentielle pour comprendre pourquoi la zone sombre continue de s'étendre. Entre 2000 et 2012, sa superficie a cru de 12%. Vous vous interrogez peut-être sur la gravité de cette situation. Après tout, n'est-ce pas simplement de la glace qui devient plus sombre ? Eh bien, pas tout à fait. Pensez à votre aversion à porter des vêtements noirs par une journée chaude et ensoleillée. Ceux-ci absorbent la chaleur et vous font suffoquer. Cela s'explique par le fait que les surfaces sombres captent davantage de lumière solaire. Il en va de même pour la glace. Ensemble, la poussière, le carbone noir et les floraisons d'algues sont responsables d'environ 70% de la variabilité de l'albédo sur la calotte glaciaire du Groenland. L'albédo est un terme technique qui désigne la capacité d'une surface à réfléchir la lumière. Si l'on compare deux surfaces, l'une blanche et brillante, l'autre sombre et rugueuse, la surface blanche reflètera une grande quantité de lumière et de chaleur, ce qui lui conférera un albédo élevé. À l'inverse, la surface sombre absorbera plus de lumière et de chaleur, ce qui résulte en un albédo faible. Durant l'été, la calotte glaciaire du Groenland subit une diminution de son albédo. Cela signifie que la glace capte davantage de lumière solaire et lorsqu'elle en absorbe plus, elle fond plus rapidement que prévu. C'est pourquoi il est crucial de comprendre les dynamiques au sein de la zone sombre. Cela permet de prévoir la rapidité de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland et ses répercussions sur le reste du monde. La calotte glaciaire du Groenland est la deuxième plus vaste au monde, couvrant une superficie équivalente à celle de l'ensemble des terres américaines situées à l'est du fleuve Mississippi. Cette imposante masse de glace présente une épaisseur moyenne de 2,3 km. Mais hélas, le rythme auquel cette glace se perd a explosé. Dans les années 90, le Groenland perdait environ 25 milliards de tonnes de glace par an. Aujourd'hui, ce chiffre est monté à environ 234 milliards, soit près de 10 fois plus de glace fondue chaque année. Selon la NASA, si la totalité de la calotte glaciaire du Groenland venait à fondre, cela entraînerait une élévation du niveau des mers d'environ 7,40 mètres. Cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour les pays et les villes côtières à travers le monde. Les Pays-Bas pourraient être entièrement submergés, les Bahamas risqueraient d'être presque totalement anéantis, et de nombreuses îles des Philippines pourraient disparaître. Tout cela peut sembler une réalité lointaine, et il est vrai que la plupart des scientifiques estiment qu'il faudrait plusieurs centaines, voire des milliers d'années pour que la calotte glaciaire fonde complètement.
Toutefois, il est important de comprendre que le Groenland n'a pas toujours été recouvert par cette épaisse couche de glace. Récemment, des chercheurs ont examiné attentivement des sédiments prélevés au fond d'un carottage de glace de plus de 3 km de profondeur, extrait du centre du Groenland. Ils ont découvert que le sol contenait des traces de bois de saule, des parties d'insectes, des champignons et même des graines de pavot. Ainsi, ces fossiles constituent nos premières preuves directes que la calotte glaciaire du Groenland a fondu dans un passé géologique récent, il y a environ 400 000 ans. À cette époque, le Groenland était recouvert d'un paysage de toundra verdoyante, peuplé d'insectes et de plantes. Cette découverte est à la fois fascinante et inquiétante, car elle indique que la calotte glaciaire s'est effondrée par le passé et pourrait être plus fragile que ce que les scientifiques pensaient initialement. Il y a également une autre inquiétude. Une étude récente a prélevé de l'eau de fonte à différents endroits de la calotte glaciaire du Groenland et a constaté que ces échantillons contenaient des centaines de milliers de microbes. L'inquiétude réside dans le fait que ces microbes pourraient être libérés dans l'océan à l'avenir. De plus, certaines études suggèrent déjà que les zones proches de l'écoulement important de l'eau de fonte glaciaire présentent un risque accru de transmission de virus à de nouveaux hôtes, notamment des animaux aux humains. Bien que les experts estiment que la probabilité qu'un virus menaçant pour l'humanité provienne des glaciers soit très faible, elle n'est pas nulle. En réalité, nous avons peu de connaissances sur les milliers d'espèces microbiennes vivant à la surface de la glace. Et il n'existe tout simplement pas suffisamment de données pour évaluer pleinement les dangers que pourraient représenter ces organismes. Tout cela peut sembler préoccupant, mais il n'y a pas lieu de paniquer pour l'instant. Il reste encore beaucoup à comprendre sur les facteurs qui assombrissent la calotte glaciaire du Groenland. Nous avons besoin de mesures plus précises concernant l'abondance relative de la poussière, des algues et du carbone noir, ainsi que d'une meilleure compréhension de l'impact potentiel de ces microbes sur nos vies. Plus nous acquérons de connaissances, mieux nous pourrons anticiper les événements à venir et nous préparer en conséquence. Le sol se met soudain à trembler, tandis que des nuées de gaz s'élèvent dans le ciel, plongeant la journée en pleine obscurité. Certaines portions du sol commencent à se déformer, se soulever ou même s'effondrer. Autant de signes avant-coureurs d'une éruption imminente. Et ce scénario pourrait bien se répéter avec le mont Spur. Situé à environ 120 km d'Anchorage, l'une des villes les plus dynamiques d'Alaska, le mont Spur représente une menace tangible. Plus de la moitié des habitants de l'État le plus au nord des États-Unis résident à Anchorage. Chaque jour, une immense quantité de fret aérien transite par son aéroport international. Ainsi, lorsqu'un volcan situé si près d'un carrefour aussi crucial manifeste des signes d'agitation, cela attire inévitablement l'attention de tous. À titre informatif, environ 350 millions de personnes dans le monde vivent dans la zone à risque d'un volcan en activité. Cela signifie qu'une personne sur 20 se trouve exposée aux dangers liés à une éruption volcanique. Les Alaskiens espéreraient sans doute que l'éveil du mont Spur relève de la fiction, mais la réalité est tout autre. L'Observatoire volcanologique d'Alaska a enregistré plusieurs des signes caractéristiques d'une activité volcanique imminente, à tel point que le niveau d'alerte a été relevé au jaune, indiquant une agitation dépassant les niveaux habituels. Le mont Spur est entré en éruption à 2 reprises dans les années 90, et ces événements furent assez puissants. Sur une échelle de 1 à 10, elles obtiendraient probablement une note de 6 ou 7. Sans être catastrophiques, elles ont néanmoins engendré des dommages estimés entre 10 et 17 millions de dollars. Cependant, ces chiffres paraissent dérisoires face à l'éruption du mont Redoute en Alaska, en 1988, un autre volcan qui a provoqué des dégâts astronomiques, totalisant 345 millions de dollars. La principale raison réside dans les cendres volcaniques qui ont perturbé les moteurs des avions, à l'image du KLM 747, dont tous les moteurs se sont arrêtés sous l'effet des cendres avant de redémarrer in extremis. Si la géologie instable de l'Alaska avait jusque-là suscité peu d'attention, cet événement a indéniablement changé la donne. Lorsqu'on évoque les risques liés au volcanisme, la première image qui surgit est souvent celle de Pompéi, en Italie. Bien sûr, il s'agit du scénario le plus dramatique, une ville engloutie par la lave. Comparé au Vésuve, le mont Spur peut sembler moins menaçant, mais il a tout de même laissé des traces notables. Lors de sa dernière éruption dans les années 90, il a propulsé des aérosols volcaniques à plus de 18 000 mètres d'altitude.
Clarifions un point scientifique essentiel. Les aérosols volcaniques sont des particules liquides qui sont libérées dans l'atmosphère lors d'une éruption. Ils se forment généralement lorsque les gaz volcaniques, comme le dioxyde de soufre, interagissent avec l'eau et d'autres particules présentes dans l'air. Ces aérosols ont la capacité de refroidir la surface terrestre en réfléchissant directement la lumière solaire vers l'espace. Le pire, ils peuvent demeurer dans l'atmosphère pendant plusieurs années après une éruption, entraînant de graves problèmes de santé. L'éruption a libéré des avalanches fulgurantes de gaz brûlants et de cendres, appelées coulées pyroclastiques, accompagnées d'épaisses crues boueuses, connues sous le nom de lahars, sans oublier les gigantesques blocs de roches volcaniques. Certains dépassaient 1 mètre de diamètre et ont été projetés hors du volcan avec la puissance de véritables boulets de canon, s'écrasant jusqu'à plus de 10 km de distance. La chaleur dégagée a fait fondre une partie d'un glacier voisin, déclenchant des coulées de débris qui ont obstrué la rivière Chakachatna et formé un tout nouveau lac dans la vallée. Malgré tout, la première éruption du mont Spur a eu un aspect positif. La principale leçon tirée fut l'importance de la surveillance volcanologique. Grâce aux systèmes de contrôle locaux, les pertes économiques ont pu être limitées, ce qui est essentiel pour une ville dont le trafic aérien est aussi dense. Bien que considéré comme actuellement endormi, le mont Spur reste imprévisible et pourrait entrer en éruption à tout moment. Les volcans sont généralement classés en 3 catégories: actifs, dormants ou éteints, selon leur niveau d'activité. Un volcan actif gronde encore et entre en éruption avec une certaine régularité. Un volcan dormant, lui, a montré des signes d'activité récente, mais reste actuellement en sommeil. Quant aux volcans éteints, ils sont silencieux depuis si longtemps qu'on estime qu'ils ne se réveilleront plus jamais. Parmi les volcans actifs les plus redoutables des États-Unis figure le mont St. Helens, responsable de l'éruption la plus violente de l'histoire du pays. Lors de sa dernière explosion, l'intensité du souffle a emporté environ 400 mètres de son sommet, faisant littéralement disparaître le haut de la montagne. Si le nuage de cendres du mont Spur vous semblait spectaculaire, celui de St. Helens l'a surpassé en atteignant 24 km d'altitude, plongeant l'est de l'État de Washington dans une obscurité totale. Mais ce n'est pas tout. En seulement 3 minutes, l'éruption a projeté près de 3,7 milliards de mètres cubes de roches incandescentes et de poussière, de quoi remplir 1 million de piscines olympiques sur une superficie de 600 km² de forêts luxuriantes. Les secousses sismiques qui ont annoncé l'éruption avaient débuté plusieurs semaines avant le 18 mai 1980. Finalement, un séisme d'une magnitude de 5,0 a déclenché un gigantesque glissement de terrain sur l'un des flancs du volcan. À la fin de cette éruption historique, 57 vies avaient été perdues. Près de 7000 grands animaux, comme les cerfs et les wapitis, avaient péri, tandis que des millions d'oiseaux jonchèrent la terre calcinée. Bien que les experts ne s'attendent pas à ce que le mont St. Helens rejoue un épisode de cette ampleur dans un avenir proche, ils continuent de le surveiller de près, car le volcan est loin d'être éteint. Pour la petite anecdote, le mot volcan tire son origine de Vulcain, la divinité romaine du feu. Les éruptions surviennent souvent au point de rencontre des plaques tectoniques, ces fragments de la croûte terrestre qui s'assemblent comme un puzzle. La fameuse ceinture de feu, située dans l'océan Pacifique, constitue la zone volcanique la plus active du globe. Elle abrite entre 750 et 915 volcans en activité. Le plus grand volcan de la ceinture de feu, et également le plus grand volcan actif au monde, est le Mauna Loa. Culminant à plus de 4000 mètres, il est situé à Hawaï. Les chercheurs estiment que ce volcan est en éruption depuis au moins 700 000 ans. La plus récente a débuté le 27 novembre 2022 pour s'achever le 13 décembre suivant. Resté silencieux depuis les années 80, le Mauna Loa a fini par s'éveiller. Heureusement, grâce à la surveillance continue assurée par l'Observatoire volcanologique d'Hawaï, sa dernière éruption n'a fait aucune victime. Les scientifiques ont massivement investi dans le suivi des volcans, non seulement pour limiter les impacts économiques, mais aussi pour sauver des vies. Leur dernier projet ambitieux consiste à forer directement dans les volcans. Récemment, des scientifiques ont entrepris un voyage jusqu'en Islande, un véritable point chaud volcanique. Ce pays compte à lui seul près de 33 volcans actifs. Cependant, celui qui retient particulièrement leur attention est le système volcanique de Krafla.
qui a connu environ 30 éruptions au cours du dernier millénaire. La plus récente, datant du milieu des années 80. Le projet Krafla Magma Test Bed, ou KMT, vise à mieux comprendre le comportement du magma sous la surface terrestre. L'un des principaux atouts de ces recherches par forage est la prévision des risques d'éruption. Mais elles offrent aussi une opportunité de faire progresser l'énergie géothermique. Imaginez un monde où l'électricité serait alimentée par une source d'énergie aussi inépuisable que la puissance des volcans. L'équipe du projet KMT prévoit de débuter le forage en profondeur en 2027, avec pour objectif d'atteindre plus d'1 kilomètre sous terre. Surveiller l'activité de la lave lorsqu'elle est en surface est une chose, mais l'étudier lorsqu'elle reste confinée sous terre en est une autre. Selon les chercheurs, cette approche permettra de véritablement écouter le pouls de la Terre. D'après eux, ces recherches pourraient être aussi révolutionnaires que la conquête de la Lune. Et en parlant de cela, saviez-vous que des volcans existaient ailleurs dans le système solaire? Oui, d'autres planètes et lunes en abritent également. Le plus grand volcan connu est Olympus Mons, situé sur Mars. Il s'agit d'un volcan bouclier similaire à ceux des îles hawaïennes, mais il mesure près de 600 km de large. Si on l'amenait sur Terre, il couvrirait presque toute la Pologne. Impressionnant. Ah, Phoenix. Ce joyau du désert de Sonora n'est pas une ville américaine comme les autres. C'est plutôt un four géant où l'on peut organiser des fêtes, à condition de ne pas oublier la glace. Sérieusement, si vous vous retrouvez ici en été, préparez-vous à une chaleur intense. Nous parlons là de températures qui dépassent régulièrement les 38 degrés Celsius. En 2024, Phoenix a atteint les 43 degrés 55 fois au cours de l'été, égalant ainsi le record établi tout juste l'année précédente. Je peux comprendre que vous n'aimiez pas les fortes chaleurs, mais apparemment, un grand nombre de personnes aiment vivre dans ce véritable sauna. Phoenix est la 5e plus grande ville des États-Unis. La capitale est la ville la plus peuplée d'Arizona, avec 1 700 000 habitants en 2024. Et si nous parlons de sa région métropolitaine, également connue sous le nom de Vallée du Soleil, la population atteint presque les 5 millions d'habitants. Pourtant, vous aurez du mal à trouver quelqu'un qui soit né ici. Sur 4 habitants de Phoenix, 3 sont nés ailleurs. Croyez-le ou non, Phoenix n'a pas toujours été une ville animée et surpeuplée. Elle l'est devenue. Il y a quelques décennies, ce n'était qu'un petit point endormi sur la carte. Dans les années 40, la population y était d'environ 65 000 habitants. Phoenix n'était pas près de figurer parmi les 100 premières villes des États-Unis. À l'époque, il s'agissait essentiellement d'un centre agricole, dont l'économie tournait autour de ce que l'on appelait les 5 C, le coton, les agrumes ou citrus en anglais, le bétail ou cattle, le climat et le cuivre. Mais les choses ont vraiment commencé à changer dans les années 50, grâce à une invention qui a changé la vie des gens. Roulement de tambour, s'il vous plaît, le climatiseur. En fait, c'est sa version portable qui a vu le jour en 1955, créée par un inventeur américain du nom de Robert Sherman. Les habitants de Phoenix doivent beaucoup à Robert. Il a rendu la vie supportable pendant tous ces étés torrides. Avant l'arrivée de la climatisation, les habitants du coin déplaçaient littéralement leurs lits à l'extérieur et construisèrent des porches où dormir. Ils protégeaient cet espace extérieur avec des rideaux légers ou une sorte de filet pour empêcher la poussière et les insectes d'entrer. Plutôt sympa. Quoi qu'il en soit, le climatiseur a largement contribué à faire de Phoenix un endroit où il fait bon vivre. Depuis les années 40, cette ville de l'Arizona est passée de l'état de petite bourgade poussiéreuse à celui de jungle urbaine tentaculaire. Et elle est toujours l'une des 10 zones métropolitaines à la croissance la plus rapide des États-Unis. Le plus beau, c'est qu'il semble que cela ne soit pas près de changer. Cette métropole de 1344 km² étant entourée d'un désert vallonné, avec beaucoup d'espace pour une croissance à perte de vue. Alors, qui abandonne tout pour venir s'installer à Phoenix? Les Californiens sont les plus grands fans de la ville. Selon une enquête récente, 1/3 des nouveaux habitants de Phoenix viennent de Los Angeles. D'accord. Cette enquête n'est peut-être pas la plus fiable, puisqu'elle ne s'applique qu'aux clients d'une entreprise privée, mais elle correspond aux données du Bureau du recensement des États-Unis de 2019, qui indique que 70 000 Californiens ont déménagé en Arizona au cours de l'année précédente. Le lien entre Phoenix et Los Angeles est si fort que certains appellent Phoenix le prochain Los Angeles. Il faut reconnaître à Phoenix
le mérite d'avoir su tirer parti de sa proximité avec la Californie du Sud. La ville offre des impôts moins élevés, moins de réglementation et une vie plus abordable, ce qui en fait un pôle d'attraction pour les entreprises, en particulier dans les secteurs de la haute technologie et des services. Ainsi, dans les années 90, Phoenix était considéré comme un intarissable générateur d'emplois. Ces dernières années, le nombre d'emplois n'a fait qu'augmenter, et le taux de chômage a diminué de près de 50%, passant de 6,3% en janvier 2014 à 3,4% en janvier 2024. Quand on parle de grandes villes, on ne peut pas éviter le sujet de la circulation. Mais voici une autre raison pour laquelle Phoenix est une ville de rêve. Elle est très loin du véritable cauchemar d'embouteillage qu'est par exemple Los Angeles. Selon de récentes estimations, les habitants de Los Angeles perdent environ 119 heures par an dans les bouchons. À Phoenix, c'est plutôt 61 heures. Une différence énorme, n'est-ce pas? Et c'est sans même parler de tout l'argent que les gens gaspillent dans leur voiture à l'arrêt. À Los Angeles, les conducteurs consomment ainsi environ 2440 $ d'essence chaque année. À Phoenix, ils gaspillent un 95 litres de carburant, ce qui finit par leur coûter environ 950 $. Oui, c'est encore beaucoup d'argent, mais comparé à Los Angeles, ce n'est pratiquement rien du tout. Le fait que Phoenix soit convenable en termes de circulation a peut-être beaucoup à voir avec la façon dont la ville a été conçue. Il suffit de jeter un coup d'œil sur une carte. On dirait que quelqu'un a pris une règle et a tracé des lignes parfaitement droites pour dessiner les routes. C'est parce que la ville a été conçue selon un système de grilles. Cette configuration facilite grandement les déplacements, surtout par rapport aux villes truffées de méandres, d'impasses et de rues à sens unique. Cela simplifie les choses, que vous soyez un habitant ou un touriste. De plus, les rues de Phoenix sont larges et agréables. La plupart des villes ont une route principale et un ensemble de rues étroites qui se prêtent mal à une circulation intense. À Phoenix, les routes sont larges partout. Ainsi, lorsque les autoroutes sont embouteillées, vous pouvez simplement emprunter une rue parallèle et vous rendre au travail sans trop vous stresser. Lorsque vous considérez toutes les possibilités d'emploi et cette circulation relativement fluide, il n'est pas étonnant que les gens soient prêts à supporter la chaleur de Phoenix et viennent s'y installer. Mais ne vous méprenez pas, le soleil ne plaisante pas. Il fait vraiment, vraiment chaud à Phoenix. Vous y trouverez 300 jours d'ensoleillement en moyenne, soit du soleil plus de 85% de l'année. Mais une fois de plus, Phoenix a su tirer le meilleur parti de la situation. Cet ensoleillement constant a fait de Phoenix l'une des villes les plus performantes du pays en matière d'énergie solaire. Vous vous posez peut-être des questions. Une ville située au milieu du désert, où il ne pleut pratiquement pas, dispose-t-elle de suffisamment d'eau? Eh bien oui, la situation de Phoenix en matière d'eau est plutôt bien réglée, grâce à de multiples sources. La ville ne dépend pas uniquement de la pluie, ce qui est une bonne chose, bien sûr. Il s'agit tout de même d'un désert. La majeure partie de l'eau provient en fait du nord et de l'est de la vallée. La neige fond sur les montagnes et s'écoule dans d'immenses réservoirs, où elle est stockée pour les années sèches. Une grande partie de l'eau de Phoenix provient également du Salt River Project, qui achemine l'eau des rivières Salt et Verde par le biais de canaux et de conduites. Il y a aussi le Central Arizona Project, qui transporte l'eau depuis le fleuve Colorado. La ville puise même un peu d'eau dans des puits souterrains. Les autorités refusent de gaspiller une seule goutte, alors la ville recycle intelligemment, réutilise l'eau traitée pour arroser les parcs et pour recharger les nappes phréatiques. Phoenix étant synonyme de ciel ensoleillé presque tous les jours de l'année, il est normal que les gens soient un peu maussades lorsqu'il pleut. Mais voilà, la ville a toujours une surprise dans son sac, même lorsqu'il s'agit de mauvais temps. Lorsqu'il pleut dans le désert, les habitants peuvent profiter d'une odeur particulièrement agréable. Celle du créosotier, une plante qui dégage un parfum étonnant lorsque la pluie tombe. Les gens disent simplement qu'il s'agit de l'odeur de la pluie. Et, honnêtement, c'est l'une de ces senteurs fraîches et pures qui vous font oublier que vous vous trouvez dans un désert. Et si vous vous demandiez pourquoi Phoenix s'appelle ainsi, sachez que c'est à cause de la célèbre légende de l'oiseau qui renaît de ses cendres. Après avoir pris connaissance de toutes les particularités de cette ville et de sa capacité unique à transformer les défis en avantages, nous pouvons dire que ce nom n'aurait pas pu être mieux choisi.